Alors on va s'intéresser de près donc à la visite qualifiée d'historique du président iranien en Europe. Ce sera l'Italie d'abord ce week-end, puis la France à partir de lundi. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord depuis Paris, Ramin Parham qui est opposant iranien exilé, auteur de Iran, Israël, jeu de guerre. Bonsoir Ramin Parham, merci d'être avec nous. Et puis on est également au téléphone avec Amélie Chely qui est docteur en sociologie, spécialiste de l'Iran. Merci d'être là, Amélie. Également, vous avez été très fréquemment dans ce pays. Alors, je voudrais d'abord avec vous, Ramin Parham, avoir un premier sentiment sur cette visite, puisqu'il y a eu cet entretien diffusé hier soir sur une chaîne française du président iranien. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'Europe accueille, on va dire, l'Iran comme un nouveau pays ami, redevenu fréquentable? On a levé toutes les réticences, selon vous? Non, et moi, ce que j'ai vu dans cet entretien, c'était beaucoup de complaisance vis-à-vis de M. Rouhani. Quant à savoir le rôle de l'Iran dans la région, personne ne discute du rôle de l'Iran en tant que pays important de la région. Ça, c'est une question, c'est une affaire entendue. M. Rouhani représente un système politique. M. Rouhani représente un État qui était le premier État islamique de la région et qui était à l'origine de bien de problèmes qui d'ailleurs continuent et s'amplifient. Et je n'ai pas vu malheureusement de questions difficiles, mais de questions vraies qui portent sur les vrais problèmes dans cet entretien. Il y avait beaucoup plus de complaisance que de questions qui pourraient éventuellement fâcher. Amélie Chely, votre sentiment ? Oui, alors effectivement, ça reste un représentant de la République islamique, mais au-delà de ça, il faut peut-être un petit peu souligner les problèmes, les antagonismes qui existent entre Rouhani et les conservateurs. On avait notamment entendu parler de cette histoire de vin sur la table qui posait problème. Bon, il faut aussi expliquer que Rouhani ne peut pas laisser la moindre chance aux conservateurs de le critiquer, et que c'est pour cette raison aussi qu'il essaie toujours, et ça on l'a vu notamment avec les questions sur Israël, il essaie toujours de rester en demi-teinte, parce qu'il est non seulement le représentant d'une identité, qu'est la République islamique, qui repose sur un certain nombre de fondements, dont la négation de l'État d'Israël fait partie, mais il a aussi été élu dans le cadre d'une volonté de sortir d'un état de sanctions qui paralysait la population. Justement, alors Ramin Parham, la France aujourd'hui n'a pas cédé, par exemple sur la demande des Iraniens de ne pas mettre de vin dans le déjeuner officiel. Ça fait partie aussi de ces fossés qui existent encore entre l'Iran et l'Occident. Ça restera quelque chose sur lequel on ne pourra pas justement mettre un pont. Écoutez, la question iranienne ne se résume pas, que ce soit avec la France ou avec l'Occident en général, ne se résume pas à un verre de vin. Si M. Rouhani ne veut pas boire de verre de vin, c'est son... nous ne discutons pas de son goût pour ces choses, même si ici, ça fait partie de la culture française. Donc, nous avons eu également, je vous le rappelle, il y a une quinzaine d'années, à l'époque de la visite de M. Khatami, nous avons eu exactement les mêmes problèmes. À l'époque également, la République islamique, ou d'autres qui commentaient la visite de M. Khatami, nous expliquaient que ce n'est pas pour fâcher les conservateurs iraniens, c'est pour avoir, sur la question israélienne, pour avoir une position plutôt modérée. Ce n'est pas ça la question. La question est que cette révolution islamique que M. Rouhani représente a été dirigée depuis la France par M. Khomeini, que cette révolution islamique est à l'origine de bon nombre de problèmes, des problèmes qui continuent et qui s'enflamment et qui s'exaspèrent. Le problème, c'est que M. Rouhani représente un État islamique dont la légitimité est fortement contestée à l'intérieur, un État islamique qui s'exporte. Notamment par l'intermédiaire du Hezbollah, du Hamas, et du djihad et tout ce qui se passe dans la région. Ce sont là les problèmes. Le problème, ce n'est pas un verre de vin. Oui, mais alors, Amélie Chely, quand on regarde aujourd'hui la situation, on voit bien qu'il y a d'un côté la volonté des Européens de conclure des contrats avec ce pays qui, du coup n'est plus sanctionné, et puis en même temps, les problèmes
politiques, idéologiques, qui ne sont pas, semble-t-il, suffisamment évoqués, à votre avis, aujourd'hui ? Alors, bon, déjà, il faut savoir que tout ce qui a un rapport avec les accords commerciaux, on n'attend pas à la visite présidentielle pour commencer. Hein. Comme vous le savez, il y a déjà, par exemple, un Novotel, un Ibis qui se sont installés à Téhéran, bientôt l'ouverture de Sephora. Beaucoup d'autres contrats sont déjà en cours. Il y a aussi notamment, et c'est certainement pour cela, d'un point de vue économique, que le président viendra nous rendre visite en France. C'est parce que la flotte aérienne, par exemple, civile, n'a pas connu de changement de pièces depuis 1979. Hein. On recourt à d'autres moyens pour le faire, donc peut-être qu'on parlera d'Airbus. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est à venir, dont on n'a pas encore de date. C'est une nouvelle réunion qui doit se tenir à Vienne, et selon Zarif, ce sera pour définir une liste des groupes terroristes en Syrie. Étant donné qu'il y a un engagement politique de la France en Syrie et un engagement politique et militaire de l'Iran en Syrie, il faut être sûr que les puissances puissent s'accorder sur la définition justement des groupes terroristes à viser. Donc il y a cette question qui se profile en sous-texte. Après, si votre question concernait bien plutôt les structures de la République islamique elle-même, alors effectivement, pour le moment, il me semble qu'elles sont mises de côté, même si, et ça avait été souligné par le président iranien dans l'interview qui avait été faite sur Europe 1, on voit se profiler une sorte de charte des droits des citoyens, hein, c'est une chose qu'il a dite lui-même, qui peuvent laisser supposer qu'il y a une évolution de la République islamique dans ces cadres, mais une évolution qui semble se profiler comme un assouplissement à la chinoise. Voilà. Oui, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire effectivement. Ramin Parham, vous pensez que justement qu'il y a un courant libéral aujourd'hui en Iran qui peut prendre la main, le dessus sur les conservateurs et qui pourrait peut-être être incarné par Rouhani ou pas du tout ? Oh non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce fameux modèle chinois, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle du modèle chinois. On a parlé du modèle chinois à l'époque de Khatami, il y a 15 ans. On a parlé du modèle chinois à l'époque de Rafsanjani, il y a près de 25 ans. On a parlé du modèle chinois au temps du Shah, avant la Révolution, où il y avait un parti unique et un système économique parfaitement florissant, avec une technocratie parfaitement compétente et qui était autre chose qu'aujourd'hui. Ce modèle chinois n'a jamais fonctionné en Iran ces 50 dernières années et ne fonctionnera jamais. Parce que, à cause des spécificités culturelles iraniennes qui n'ont strictement rien à voir avec la Chine, que ce soit la Chine en tant que pays ancien ou la Chine communiste. Donc, mais ça revient tous les quelques années, ça revient sur le devant de la table. Pour répondre à votre question, un courant libéral au sein de l'État islamique, libéral dans la littérature de cet État islamique est considéré comme une insulte. Un courant Rouhani lui-même n'a jamais prononcé, ne serait-ce que prononcer le mot réforme. Nous sommes, avec une complaisance d'un certain nombre de médias et de journalistes, on l'a vu, français, qui est véritablement sur le plan journalistique et sur le plan intellectuel abject vis-à-vis de cet État islamique en Iran, et qui, sur le plan politique, est dangereux. Pourquoi ? Parce que, je le répète, à cause de la situation actuelle, et il ne faut jamais oublier l'histoire, cette révolution islamique que M. Rouhani représente a été dirigée depuis Neuf-le-Château, les Yvelines, c'est-à-dire près de Paris, depuis ici. Ouais, par l'ayatollah Khomeini, vous le disiez tout à l'heure. Alors, oui. Je voudrais qu'on dise aussi, parce que c'est vrai que l'Iran joue aujourd'hui un rôle important, hein, qu'on le regrette ou pas, mais sur la scène du Moyen-Orient, par exemple dans le conflit syrien, vous avez parlé tout à l'heure effectivement du Liban, il y a aussi la méfiance des États du Golfe qui aujourd'hui sont très inquiets de voir l'Iran prendre autant de pouvoir. Est-ce que les Occidentaux sont conscients de cela, à votre avis, aujourd'hui? Est-ce qu'ils voient ce rôle inquiétant de l'Iran dans la région du Moyen-Orient? Ramin Parham? Écoutez, je ne pense pas. J'espère qu'il voit ça, mais je ne l'ai pas vu, en tout cas dans l'entretien d'hier. On verra durant la visite de M. Rouhani, mais ce que vous dites est parfaitement exact. Vous le savez, l'Iran est un pays qui est unique en son genre quelque part, avec 15 frontières terrestres et maritimes communes. Il n'y a pas de pays au monde qui ait ça. Et l'Iran a des problèmes avec la Turquie, avec les pays arabes,
avec Israël, évidemment, sur des tas de problèmes, des problèmes frontaliers, des problèmes idéologiques, des problèmes de guerre de religion que la révolution islamique de M. Rouhani a été à l'origine de tous ces problèmes. Donc, avant de normaliser quoi que ce soit avec le monde occidental, avec le monde entier, il faudrait qu'il normalise les relations à l'intérieur de la région dont ils font partie et avec les pays de cette région, dont Israël, dont l'Arabie saoudite. Là-dessus, Amélie Chély, vous avez l'impression qu'il faudra encore attendre 15 ans avant une autre visite d'un président iranien après celle de Rouhani, parce que c'est vrai qu'on voit bien que ce ne sont pas des relations normales qui existent avec ce pays. Oui, alors effectivement, je suis complètement d'accord avec le fait que, encore une fois, le président représente l'appareil étatique. Il me semble d'ailleurs que si ce président a été élu, c'est avant tout pour essayer de se départir d'un problème de suffocation économique. Et éventuellement, moi au départ, j'imaginais qu'une fois ce travail achevé, on allait peut-être même repasser à quelque chose de plus dur, de quelque chose de plus radical. Cependant, il me semble que quand des accords commerciaux commencent à courir, quand le monde s'est un petit peu ouvert à l'extérieur, et je ne parle pas forcément que du monde économique, voyez par exemple qu'on a de plus en plus de coopération culturelle et académique. Pour n'en citer que deux, on a le barreau de Paris, avec le bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sûr, qui s'est rendu à Téhéran afin de convenir d'une convention entre les barreaux de Téhéran et de Paris. Vous avez, d'après plusieurs sources iraniennes, une coopération entre l'ESSEC et l'université de Téhéran. Donc à partir du moment où il va y avoir des ouvertures, je me demande comment on pourra revenir dessus. Alors effectivement, cette question de l'ouverture entre tension et distension, entre ouverture et refermeture, ça a été l'histoire traditionnelle de l'Iran, clairement. Mais je pense que quand il y a des ponts qui commencent à se faire, les fermer, surtout quand c'est quelque chose qui sort d'un cadre purement étatique pour justement concerner quelque chose de beaucoup plus économique et social, ça me paraît plus compliqué, parce que dans l'histoire de la République islamique, on n'avait pas encore eu de tels ponts économiques d'ouverts. Dernière question avec vous, Ramin Parham. Quand Rouhani dit hier l'Iran n'a jamais eu l'intention d'avoir l'arme atomique, il est clairement pour vous en train de mentir et il ne faut pas croire une seule de ses paroles? Écoutez, ils ont menti depuis le début sur cette question atomique. Ils ont menti depuis le début. Là, je veux dire, la question est parfaitement claire. Ils ont menti sur Natanz, ils ont menti sur Fordow, ils ont menti sur les dimensions militaires de la question atomique, surtout. Donc, depuis le début, ce projet atomique n'a aucune justification économique de quelque manière que ce soit. Et là-dessus, ils ont menti depuis le début. Et ce ne sont pas, je suis désolé de le dire et de le répéter encore, ce n'est pas un hôtel Ibis, ni un Novotel ou un magasin Sephora, ni un KFC, Kentucky Fried Chicken, qui a été fermé d'ailleurs le lendemain, qui vont régler quoi que ce soit au problème de la population iranienne qui demande une normalisation pure et simple et tous azimuts à tous les niveaux. Il faut des investissements massifs, il faut un retour massif des cerveaux, de la technocratie et une normalisation pure et simple au niveau régional et au niveau global, ce qui ne sera pas possible dans le cadre de l'État islamique en Iran. C'est impossible. Il faut mettre fin à la révolution. Amélie Chély, vous pensez que justement une ouverture économique, si elle ne s'accompagne pas de droits politiques accrus pour la population, ça ne suffira pas ? Oui, alors effectivement, bon, malheureusement, ça fait maintenant 35 ans que ça existe, ces systèmes de fermeture et d'observation des mœurs. La population, bon, qui est jeune, une grande partie s'est habituée à vivre dans ces conditions-là. Au-delà de ça, on sent quand même, mais là encore, toute réserve gardée, parce que bon, il y a toujours eu des tensions et des distensions à ce niveau-là, mais on observe par exemple certains petits soubresauts
taux de liberté des mœurs très très léger. Par exemple, actuellement, les femmes ne sont pas forcées de se couvrir la tête quand elles sont dans leur voiture. C'est pas officiel, mais officieusement ça passe. Il y a ce genre de choses. Même le président iranien avait même pensé à un moment donné, mais il a vite été rattrapé par les conservateurs, revenir sur l'interdiction de manger pendant le ramadan public. Bon. Donc, ça reste compliqué. Maintenant, pour ce qui concerne l'atomisation, ont-ils menti, n'ont-ils pas menti? Ce qui est intéressant, c'est que peut-être il faudrait remonter, si vous m'en laissez un tout petit peu de temps. Là, malheureusement non, parce qu'on arrive au bout. Mais je vous réinviterai, c'est promis, parce qu'on va reparler de la visite du président iranien dans les jours qui viennent. En tout cas, merci à Amélie Chély. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de l'Iran. Merci d'avoir été au téléphone avec nous ce soir. Et merci à Ramin Parham, auteur de Iran, Israël, jeu de guerre. Merci à lui d'avoir été en duplex de Paris pour évoquer donc cette visite historique de Hassan Rouhani, le président iranien. En Europe, ce sera d'abord l'Italie ce week-end et puis la France à partir de lundi. On sera évidemment présent pour couvrir abondamment cette visite. Bonne soirée.